Durant la Seconde Guerre mondiale, l'imagination était sans limite quand il s'agissait d'armes étranges. Mais le succès? Disons simplement qu'il a souvent été manqué. Des canons à énergie éolienne, aux chars plus grands que votre maison, les inventeurs de tous bords sortaient des engins censés renverser le cours de la guerre. Mais la plupart du temps, ils laissaient tout le monde se demander ce qu'il pensait. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous explorerons quelques armes étranges de la Seconde Guerre mondiale qui ont échoué. Imaginez un matin froid de septembre sur la côte sud-ouest anglaise. Nous sommes en 1943. Une équipe d'élite du département du développement d'armes diverses de l'amirauté britannique vient d'arriver sur une plage balnéaire populaire pour tester leur dernière expérience, le Grand Panjandrum. Alors qu'ils marchent sur la plage, un ingénieur sûr de lui jure que cette machine chargée d'explosifs redéfinira les débarquements amphibies, déchirant les fils barbelés et les murs de béton épais comme un bélier sous stéroïdes. Avec l'invasion de la France à moins d'1 an, les Alliés sont désespérés de trouver un moyen sûr de franchir le fameux mur de l'Atlantique de Hitler. Ce test crucial pourrait-il fournir la clé nécessaire? Une foule se réunit pour le premier test des colosses de plage. Le Panjandrum avait 2 énormes roues en bois de 3 mètres de haut, chacune équipée d'un ensemble de fusées à la cordite, espacées régulièrement autour d'un bord extérieur en acier. Un tambour en acier relie les 2 roues. Sans surprise, il est rempli d'explosifs très puissants. En pratique, les fusées font tourner les roues, propulsant le Panjandrum à travers divers obstacles. Plus loin sur la plage, il détonnerait son tambour interne, ouvrant la voie aux forces d'invasion. Mission accomplie. L'équipe d'inspection debout observait avec excitation. Les fusées se sont enflammées dans un rugissement assourdissant. Seulement, le Panjandrum ne s'est pas déroulé sur la plage comme prévu. Des fusées défectueuses ont envoyé l'énorme appareil en dérive vers une foule de civils curieux qui ont immédiatement couru se mettre à l'abri avant de revenir sur son propre équipage de lancement. Avant qu'il ne puisse les écraser cependant, il a basculé et a explosé sans danger dans une énorme boule de feu. Ce n'était pas le test prévu, et les choses ne feraient que s'aggraver. Après 3 semaines de bricolage, l'équipe de test est revenue à la plage. Tout semblait bien se passer, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Roulant de son chariot d'atterrissage et vers la mer en direction de la plage, les fusées se sont allumées, alors qu'une série de pinces cruciales cédait, envoyant le Panjandrum dans un cratère à proximité. Cela l'a fait tourner à droite, directement vers le caméraman qui filmait le test. Entendant le rugissement qui approchait, il leva les yeux et courut pour sa vie, jetant un coup d'œil juste à temps pour voir une multitude d'amiraux et de généraux plonger pour se mettre à l'abri dans une série de fils de fer barbelés. Une fraction de seconde plus tard, la roue de la mort s'est écrasée dans la mer, où elle s'est désintégrée dans des explosions violentes, des roquettes déchirant la plage à grande vitesse. Ce n'était pas beau, mais c'était l'histoire du grand Panjandrum, écarté en douce avant qu'il ne puisse voir le combat. On s'en souvient plus comme un exemple d'ingéniosité britannique qui a mal tourné qu'une véritable arme de guerre. Certaines inventions britanniques étranges ont connu du succès. En 1940, alors qu'une invasion allemande semblait imminente pendant l'heure la plus sombre de la Grande-Bretagne, des centaines de membres civils de la célèbre garde d'accueil britannique se sont réveillés un matin pour découvrir une étrange pièce d'artillerie garée devant leur maison. Entrait le Smith Gun, une invention désespérée mais ingénieuse, assemblée par l'ingénieur en chef de la compagnie Trianco Toy and Appliance, un major de l'armée à la retraite nommé William H. Smith. Smith a conçu le canon anti-char unique de sa propre initiative, et bien, cela se voyait. L'étrange appareil cylindrique était monté sur 2 roues, et assemblé avec des pièces de frein de moto, des leviers d'embrayage et des câbles. Cette arme de Frankenstein avait un canon lisse de 3 pouces, capable de tirer des obus à haute explosion, des obus anti-chars ou même des mitrailles jusqu'à 200 mètres. En laissant tomber les cylindres à 2 roues sur leur côté, une équipe d'opérateurs pouvait tirer l'arme d'un côté et la charger à partir d'un porte-munitions improvisé de l'autre. Oh, et le remorqué. Smith était consterné par le mauvais bilan de sécurité de son arme, qui pouvait simplement être attachée à l'arrière d'une berline familiale pour partir au combat. Des histoires circulèrent sur des incidents, avec des tirs ou l'explosion du canon dans le visage des opérateurs. De nombreuses unités de la Home Guard en 1940, personne ne se souciait vraiment de sa dangerosité. Ils avaient juste besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour arrêter les chars allemands. C'était un symbole de l'ingéniosité britannique, montrant que même dans les moments les plus sombres, l'improvisation pouvait sauver des vies. Le char,
The Old Gang, britannique. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939, un certain nombre d'ingénieurs britanniques étaient encore coincés dans la mentalité de 1918. Le char britannique, The Old Gang One, est un exemple de retour en arrière qui n'était pas une bonne idée. Pesant 80 tonnes, le prototype reflétait l'idée populaire que le nouveau conflit, comme le précédent, serait dominé par la guerre des tranchées. Bien sûr, le contraire était vrai. Malgré le besoin de chars rapides et mobiles, les concepteurs de Fosters of Lincoln ont opté pour un navire terrestre lourd capable de tout bulldozer. Le The Old Gang One, en conséquence, était massif, lent et déjà obsolète dès le moment où il a été conçu. Il avait une paire monstrueuse de chenilles qui s'étendait sur toute la longueur de 33 pieds du véhicule, un puissant obusier de 75 mm, une base de mitrailleuses et quelques mortiers fumigènes pour couverture. Monter dans le The Old Gang donnait l'impression d'entrer dans un bunker mobile. C'était exigu et lent, vraiment lent. Son moteur de 600 chevaux le propulsant à une allure d'escargot de 5,3 miles par heure. Si l'ennemi l'avait vu arriver, ils auraient eu largement le temps de se faire une tasse de thé pour eux, et les Britanniques, avant qu'ils ne soient assez proches pour tirer. Les concepteurs ont travaillé sur le système d'entraînement du char pendant 3 ans. À ce moment-là, ils ont réalisé que la machine n'avait aucune utilité pratique, et ont abandonné le projet après un seul prototype. Le The Old Gang 2 était-il meilleur ? Pas vraiment. Il était un peu plus rapide et mieux armé, mais toujours bloqué dans le passé. Au final, le The Old Gang était un dinosaure lourd, dans une ère qui exigeait des prédateurs agiles. Outre-Manche, la situation n'était guère meilleure. Le Moss allemand et le Landkreuzer P1000 Rat. Avec le recul, nous savons que les Allemands étaient les concepteurs de chars les plus renommés de la Seconde Guerre mondiale, grâce à leurs chars innovants, et formateurs comme le Panzer IV le Tigre et le Panther. Le problème pour eux était qu'ils adhéraient trop souvent à l'idée que plus c'est gros, mieux c'est. Imaginez des chars si grands qu'ils font ressembler les autres chars à des voitures jouets, et vous commencez à comprendre l'image. Le Moss allemand, par exemple, pesait un énorme 188 tonnes, le char le plus lourd jamais construit. Armé d'un canon de 128 mm, il pouvait détruire n'importe quel char allié bien avant qu'il ne soit à portée d'oreille de ce Goliath. Les ingénieurs allemands ont fait avancer le Moss à une vitesse de 12 miles par heure, le double du The Old Gang One britannique, malgré un poids 2 fois supérieur. C'était une forteresse mobile. Pourtant, il y avait trop de problèmes à compter. Il consommait de l'essence par tonne. Il était si lourd qu'il ne pouvait pas traverser la plupart des ponts, et il était si cher à construire que les Allemands n'ont construit que 2 prototypes, essayant peut-être de compenser quelque chose de plus petit. Nous le nommerons l'ego hitlérien. Et cela n'est rien comparé au Land Cruiser P1000 Rata. Ce super tank insensé était essentiellement un cuirassé sur terre. Nous parlons d'un engin 5 fois plus grand que le Maus, et de plus de 36 mètres de long, armé de véritables canons navals d'un cuirassé. Imaginez un pâté de maison littéral sur des rails. Heureusement pour les deux camps, il n'a jamais dépassé le stade du dessin, car il aurait été aussi vulnérable que surpuissant. Le canon avant de Hitler, les vaisseaux terrestres lourds, et les canons anti-chars remorquables sont certainement étranges, mais pas inimaginables. Heureusement pour nous, l'équipe d'ingénieurs sycophantes de Hitler était plus que disposée à sortir des sentiers battus pour satisfaire l'appétit du Führer pour les Wunderwaffen. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment étranges. Disons simplement que vous ne voudriez pas être un oiseau survolant le pont de l'Elbe en 1945. Cette année-là, une équipe dirigée par un médecin autrichien a installé une étrange arme anti-aérienne qui utilisait des charges explosives d'hydrogène et d'oxygène pour tirer de l'air comprimé et de la vapeur d'eau à des vitesses allant jusqu'à 870 miles par heure. L'idée était que cette explosion pourrait créer une tornade artificielle, capable de déstabiliser les avions ennemis volant à basse altitude. Ça a l'air cool en théorie, n'est-ce pas? Disons simplement qu'en pratique ça a soufflé. Et pas de la bonne manière. Pendant les tests, le canon avant a projeté une bouffée d'air à haute vitesse assez puissante pour écraser une planche de bois de 25 mm d'épaisseur à 200 mètres de distance. Remarquable si cela avait fonctionné en tirant vers le haut. Cela aurait épargné du travail aux usines de munitions allemandes, mais ça n'a pas fonctionné. Les déflagrations aériennes se dissipèrent si vite que les avions ennemis auraient dû voler quasiment dans le canon, ce qui n'allait jamais arriver. À l'instar d'autres armes miraculeuses du Troisième Reich, le canon avant était une solution démesurée pour un problème requérant des réponses plus pragmatiques. Il n'a jamais été utilisé au combat. Comme de nombreuses autres super-armes nazies, ce n'était que du vent. La bombe volante, au cas du Japon, à mi-chemin à travers le monde, les Japonais découvraient une chose ou deux sur le vent.
Plus du type chaud et enflammé et moins de la variété comprimée. Fin 1944, ils ont mis les bouchées doubles sur leur programme au cas un complot pour construire une flotte de bombes volantes à propulsion par fusée aussi désespérée que n'importe quelle arme miracle d'Hitler. Contrairement aux bombes allemandes, ces bombes volantes, spécialement conçues, étaient pilotées. Dans n'importe quel autre pays, peut-être que le recrutement aurait été bien difficile. Imaginez le discours. Tu veux devenir pilote? Voir le monde? Eh bien, nous avons cette bombe propulsée par fusée que vous pouvez piloter directement dans les navires ennemis. Pas de billet retour, mais pensez à la gloire. En vérité, le Japon avait découvert un missile de croisière anti-navire de première génération. Les premiers prototypes motorisés ont été testés par une équipe dirigée par le lieutenant-commandant Tadanao Miki et le lieutenant Kazutoshi Nagano. Ils avaient hâte de démontrer le concept. Cependant, l'un des pilotes d'essai, après avoir bien regardé le premier Yokosuka MX Polar 7 Oka, l'a qualifié de cercueil volant. La réalité l'a frappé au pire moment. Il ne pouvait pas dépasser le fait qu'il était la bombe. L'avion était petit, à peine assez grand pour un pilote, et n'avait pas de train d'atterrissage. Il ressemblait à un missile habité, avec un cockpit à l'avant et des propulseurs à l'arrière. Les bombardiers essayaient de transporter les bombes sera pilotées vers la flotte ennemie sur leur ventre, les larguant près de la cible. Une fois libérés, ils allumaient les fusées, accélérant jusqu'à des vitesses inaccessibles aux canons anti-aériens, environ 650 miles par heure. Sur le papier, cela semblait ravageur. En fait, pas vraiment. Bien que certains Okas aient atteint leur cible causant des dégâts restreints, la majorité n'a même jamais pu s'en approcher. Les navires et avions alliés ont abattu les bombardiers avant qu'ils ne puissent déployer leur cargaison, ou ont échoué à lancer, entravés par de nombreux problèmes techniques. Conçu par désespoir, le programme Oka était une tentative de dernière minute à courte vue pour riposter contre l'ennemi avec un budget très limité. Alors qu'une poignée de pilotes chanceux ont réussi à survivre pour partager leurs expériences, l'un des problèmes flagrants du programme était que sa boucle de rétroaction sur l'efficacité de l'Oka était, disons, elle se terminait en beauté pour la plupart des pilotes, sans personne rester en vie après l'émission. Il était difficile de peaufiner le design. Au final, l'Oka était plus un symbole du désespoir du Japon qu'une arme utile. Nous serions négligents de terminer une autre vidéo sur les échecs d'armes les plus étranges de la Seconde Guerre mondiale, sans mentionner un autre symbole de désespoir, les chiens suicidaires soviétiques. De retour sur le front de l'Est, les soviétiques ont décidé de réserver les missions les plus suicidaires à leurs amis canins. Voici comment cela fonctionnait. Les chiens étaient affamés pendant des jours. Ensuite, des morceaux de viande étaient replacés sous des chars d'entraînement. Les chiens pensaient alors trouver de la nourriture sous chaque char. Le plan était d'envoyer les chiens sous les chars ennemis avec des explosifs attachés à leur dos pour les faire exploser. Courageux et agile, l'utilisation de chiens semblait être un moyen sensé et efficace pour paralyser une partie de la machine de guerre nazie, qui déferlait alors sur les steppes orientales. Le problème était que les chiens ne pouvaient pas distinguer un char soviétique d'un char allemand. Luttant contre le bruit et le chaos de la bataille, les dresseurs soviétiques regardèrent avec horreur leurs chiens revenir vers eux. Des chiens piégés de bombes se sont rués vers leur maître, croyant l'heure de la collation arriver, créant une scène d'horreur. Bien joué, non, mauvais char. Les chiens kamikazes soviétiques ne semblaient pas être les meilleurs amis de l'homme. Leur utilisation au combat, aussi sombre soit-elle, était le reflet du désespoir, soulignant jusqu'où les soviétiques étaient prêts à aller pour repousser une invasion allemande bien plus sombre. Sur cette note explosive, découvrez les armes militaires les plus étranges utilisées pendant la Première Guerre mondiale, ou regardez plutôt cette vidéo.